Je vais maintenant passer la parole à Madame Céline Bayou, qui est rédactrice en chef du Regard sur l'Est, chargée des cours à l'INALCO, à l'Université de Paris-Est, Créteil. Vous voulez bien avec un titre sur les enjeux gaziers en Eurasie. Donc on change de terrain, on change de thème, d'objet, on est dans les enjeux gaziers. Merci pour l'invitation et pour cette occasion de prendre la parole. Alors je suis un peu gênée, alors déjà non spécialiste de la Turquie, moi je travaille plutôt sur l'autre flanc, c'est-à-dire sur la Russie et sur les questions d'énergie, et donc passer après vous, je suis désolée, on va vraiment redescendre. Je vais vous parler de tubes, y compris de tubes sous-marins, donc on va être vraiment très très bas et sur du très descriptif, c'est-à-dire c'est vraiment plus une approche empirique, mais voilà, mon ambition peut-être, mais très modestement, va être d'essayer d'articuler ça sur un cas très concret qui n'est qu'un exemple, c'est-à-dire la question énergétique, hein, qui est en effet très empirique, et je vais encore plus réduire puisque je vais m'intéresser au gaz, pour des raisons que je vais expliquer petit à petit, parce que je pense que le gaz est finalement un bon exemple. À la fois des évolutions qui sont en cours sur la scène mondiale en matière économique et énergétique, et puis parce qu'il s'y passe beaucoup de choses en ce moment, et qu'on est sur des structures qui sont à la fois a priori pérennes, mais qui sont en train de changer en ce moment du fait de ces évolutions. Je vais y revenir. Donc si je mets le focus en effet sur le cas turc, je pense que c'est quasiment un cas d'école pour quelqu'un qui s'intéresse à l'énergie, parce que c'est un pays qui est très fortement dépendant au niveau des hydrocarbures, où plus de 90% des hydrocarbures sont importés, et qui se trouve en prise à la transition énergétique mondiale, comme tout le monde, avec en plus cette ambition depuis quelques années de devenir un hub énergétique, c'est-à-dire que la problématique énergétique du point de vue turc n'est pas simplement une question de consommation, c'est-à-dire de fourniture pour la consommation, mais s'inscrit complètement dans l'ambition plus large de la Turquie de devenir une puissance régionale et mondiale, et donc cette idée de devenir un hub par lequel vont transiter des hydrocarbures, et en particulier donc du gaz. Et c'est là que moi ça commence à m'intéresser, de mon regard un peu de côté que je peux avoir, parce que ça peut potentiellement entrer en contradiction avec des ambitions russes, évidemment. Donc je vais pas mal me centrer évidemment là sur la relation turco-russe. Alors, le cas turc est aussi intéressant parce qu'on est sur une période de croissance, c'est-à-dire croissance économique, croissance démographique. Donc, si on le prend sous l'angle aussi de la consommation énergétique, évidemment, on est à un moment important. Et puis, parce qu'il y a cette croissance, il y a aussi cette ambition, justement, régionale et mondiale d'assurer un rôle plus large à la Turquie. Donc je crois que vraiment cette question de l'approvisionnement énergétique pour la Turquie est devenue un enjeu majeur de la politique étrangère d'Ankara depuis quelques années. Je vous renvoie là, et c'est un hommage aussi que je rends parce que je me sens un peu illégitime ce matin, désolée, mais aux travaux de Noémie Rebière, hein, qui est de l'IFG et qui a fait doctorat avec moi. Voilà, et vraiment sur cette question, donc évidemment je lis beaucoup les travaux, et j'ai lu beaucoup les travaux de Noémie Rebière. Alors je vous disais, oui, cette ambition de devenir un hub, évidemment, il suffit de regarder une carte et spontanément on se dit, bah oui, il y a quand même quelque chose à jouer là, en termes de flux énergétiques, parce que on voit bien ce territoire qui se trouve au croisement, à la fois, pour le dire très simplement, des pays qui sont producteurs de gaz, hein, qui sont, on va dire, grosso modo, plutôt à l'est, donc je pense à la Caspienne, l'Asie centrale, l'Iran, et puis les marchés qui sont très demandeurs plus à l'ouest, qui sont les marchés européens. Donc ça paraît complètement logique d'avoir cette ambition. Quand on est la Turquie, on se dit, là il y a une occasion, il y a quelque chose à jouer. Alors, si je reviens à la consommation de la Turquie, les fournisseurs traditionnels en gaz de la Turquie sont plutôt traditionnellement la Russie, l'Iran, l'Irak et l'Azerbaïdjan.
Ce qui est complexe en fait pour la Turquie, parce qu'en fait ce sont des pays avec lesquels, déjà qui sont en proie eux-mêmes à certaines instabilités ou retournements de situation politique et qui ont des implications sur le positionnement économique et donc énergétique, et puis des pays avec lesquels la Turquie a des relations qui peuvent être assez erratiques, en fonction des moments. Des fois ça se passe bien et des fois un peu plus compliqué. Et donc du coup ça crée une variation en fait dans la part de chacun, dans le mix énergétique, d'importation de gaz de la Turquie. Et là on voit bien l'articulation, c'est une question éminemment géopolitique. Évidemment les fournitures de gaz sont totalement soumises à des questions de politique parfois interne, de politique étrangère ou de relations bilatérales. On le voit en ce moment clairement, il se passe beaucoup de choses en ce moment justement sur ce marché gazier. Là je parle vraiment de ce que la Turquie importe pour sa propre consommation, où la Russie, qui était traditionnellement le premier fournisseur de gaz à la Turquie, est en train de vaciller. Et ça part décroît, donc traditionnellement jusqu'en 2017 à peu près c'était 50-55% du gaz consommé par la Turquie venait de Russie. Là en 2019 je crois qu'on était aux alentours de 33-35%. L'année 2020, alors j'ose pas trop parler de l'année 2020 parce qu'elle est tellement complexe à cause de la situation sanitaire, de la chute formidable qu'il y a eu de consommation de gaz. Donc je crois que les statistiques mondiales sur les échanges de gaz ne disent plus grand chose en 2020-2021 et qu'il va falloir attendre une stabilisation. On voit que maintenant ça remonte, on en sait quelque chose en Europe puisqu'on a eu cette espèce de... Et là la Russie est impliquée, on a cette espèce de montée des prix mais aussi de panique sur est-ce que la Russie va fournir, pas fournir. Et là aussi on voit à quel point c'est un sujet géopolitique et la Turquie donc est impliquée puisqu'elle-même maintenant fournit aussi du gaz plus à l'ouest. Donc voilà, sur la période la plus contemporaine, je ne sais pas trop quoi dire et j'ose pas trop m'avancer parce que je ne sais pas, ça continue à baisser, enfin la part de la Russie continue à baisser. Et ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que oui, il y a l'effet Covid, il y a l'effet crise sanitaire. Il y a quand même quelque chose qui est très troublant parce qu'au même moment, il y a eu une mise en service d'un nouveau gazoduc dont je vais vous parler entre la Russie et la Turquie. Donc logiquement, la part aurait dû augmenter. Donc on est d'autant plus troublé de voir qu'elle est réduite. Cette dépendance de la Turquie est vue par les autorités comme une faiblesse. Donc, parce qu'évidemment, plus vous êtes dépendant de fournisseurs et plus vous êtes dépendant tout court, et que ça peut avoir des implications dans vos relations avec ces différents pays. Donc le mot d'ordre pour la Turquie, les mots d'ordre pour la Turquie sont les mêmes que pour tous les autres pays en fait, c'est la diversification, qui est devenue vraiment le mot-clé depuis, j'allais dire, 2005-2006 pour tous les États. Donc diversification, ça veut dire quoi? Diversification des sources de consommation, c'est-à-dire il ne faut pas consommer que du gaz ou que du pétrole, etc. Donc on constate en Turquie notamment une montée en puissance du charbon qui n'est pas de très bonne aloi et qui n'est pas dans l'air du temps. Et ça se fait notamment au détriment du gaz, mais on est plus là sur de l'autoconsommation. Il y a un développement du nucléaire, comme vous le savez, et puis une tentative de montée en puissance des énergies renouvelables. Pour le nucléaire, là encore, c'est intéressant, puisqu'on est aussi sur une coopération avec la Russie, indéniablement. Autre champ de diversification, c'est celle des fournisseurs, c'est-à-dire quand vous réfléchissez par exemple à le gaz que vous achetez, ne pas avoir un seul fournisseur mais avoir plusieurs fournisseurs, comme ça si l'un est défaillant pour une raison X ou Y, que ça soit technique parce que vous pouvez avoir un incident sur un gazoduc, ou que ça soit politique parce que il y a eu par exemple un problème entre la Russie et la Turquie avec un avion abattu par exemple, ça peut refroidir, et ça a eu en effet une implication sur le gaz, cet épisode de 2015 avait eu des effets. Donc l'idée c'est d'avoir le plus de fournisseurs possible pour pouvoir pallier la déficience de l'un ou l'autre. Et puis, dernier champ de diversification qui est très intéressant et qui parle beaucoup, je pense, en Europe, et notamment dans la relation qu'on peut avoir avec la Russie, la relation gazière, c'est la diversification des voies d'approvisionnement. C'est-à-dire ne pas avoir qu'une seule voie, ne pas avoir qu'un seul gazoduc, parce que là encore, si vous avez par exemple un accident sur le gazoduc, tout est bloqué et vous n'avez pas d'alternative. Donc il faut, tous les pays, mais la Turquie, parmi d'autres, ont ces trois impératifs en tête en permanence quand ils réfléchissent en termes énergétiques.
Ce qui est intéressant, c'est en regard, si on voit un peu ce que la Russie a en tête, et ben elle a en effet les mêmes impératifs, c'est-à-dire diversifier. Alors elle est fournisseur, puisqu'elle est l'un des premiers producteurs mondiaux de gaz, donc elle réfléchit à diversifier ses clients. Hein. Donc essayer de vendre, certes, à l'Europe, essayer de vendre peut-être à la Turquie, essayer de vendre aussi à la Chine, qui est un marché dont elle parle souvent, et puis diversifier les voies. Et alors là, on est en plein dedans. Hein, diversifier les voies, par exemple, du gaz qu'elle vend à l'Europe, elle le fait passer, on le sait, par l'Ukraine, mais de moins en moins, de plus en plus vers le nord avec Nord Stream, dont on parle beaucoup ces jours-ci, mais aussi par le sud, et notamment via la mer Noire, avec un gazoduc qui arrive directement en Turquie. Alors, la Turquie, ayant pris ces éléments en compte au cours des dernières années, fait un travail vraiment très rapide et très décidé justement en termes de diversification. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un relatif succès de la Turquie sur ce champ-là pour réduire cette vulnérabilité, ce qu'elle considère comme étant une vulnérabilité. Et donc elle a réussi en effet à diversifier à la fois ses fournisseurs et les voies d'approvisionnement. Alors, il y a en particulier 2 gazoducs qui sont entrés en opération relativement récemment, qui sont le TANAP, le Trans-Anatolian Pipeline, qui achemine donc du gaz qui vient d'Azerbaïdjan depuis 2019, je crois, et qui est qui constitue une alternative pour elle. Alors je vais juste donner quelques chiffres parce que ce qui est intéressant c'est la comparaison. La capacité du TANAP c'est 16 milliards de mètres cubes par an. Il y en a à peu près 6 qui sont pour la consommation de la Turquie et 10 qui continuent pour aller plus vers l'Europe de l'Ouest. Et puis l'autre projet dont on avait aussi beaucoup parlé ces derniers temps, c'est le Turkstream, qui donc achemine là du gaz qui vient de Russie, donc du nord de la mer Noire, qui passe sous la mer Noire et qui aboutit en Turquie depuis janvier 2020, avec une capacité là de 31,5 milliards de mètres cubes. Tout ça s'accompagnant évidemment de l'installation des terminaux gaziers, des stations de compression, etc. Enfin, c'est des infrastructures assez coûteuses qui sont installées et qui sont pérennes. Là, quand vous construisez un gazoduc, vous en prenez pour un certain nombre d'années, surtout s'il passe sous la mer, parce que, en particulier sous la mer Noire qui est quand même très profonde, on est à la fois sur une prouesse technique quand même qui n'est pas inintéressante, mais on est sur des engagements financiers importants, donc vous ne changez pas d'avis en cours de route. Enfin, l'idée quand vous faites ce genre d'installation, c'est que ça soit rentable. Or, je soulève la question parce qu'en réalité, le Turkstream, on peut se demander depuis un an si véritablement on est sur une structure rentable. Alors, la question de la sécurisation vue par Ankara se pose en termes à la fois de relations avec les pays fournisseurs. J'ai cité tout à l'heure l'exemple de cet épisode quand ce bombardier, l'aviation turque avait abattu un bombardier russe. En retour, il y avait eu un effet immédiat de la part de la Russie quand il y a eu ce refroidissement des relations bilatérales à la suite de cet épisode. Et la Russie avait notamment momentanément gelé le projet Turkstream, dans lequel on était, le projet de la centrale d'Akuyu, centrale nucléaire, et puis menaçait de réduire les exportations de gaz vers la Turquie. Donc je suis très mécontente, donc rétorsion immédiate. Et elle menaçait aussi d'augmenter les prix, parce que ça c'est aussi une logique russe classique, qui a une politique de prix gazière tout à fait, j'allais dire héritage soviétique, c'est-à-dire on n'a jamais très bien compris comment ils calculent les prix, mais en tout cas on sait qu'ils font ça client par client. L'autre objectif, c'est de sécuriser les autres pays, en fait, et ça, c'est peut-être pas l'objectif numéro 1 pour Ankara, mais en devenant un hub, elle sécurise aussi la situation à la fois pour les pays fournisseurs qui ont des clients, donc, et quand un pays fournisseur construit ou contribue à construire un gazoduc, il est relativement confiant parce qu'il se dit que ça va être en effet utilisé pendant un certain nombre d'années. Et puis sécuriser les pays importateurs, là je pense aux pays d'Europe de l'Ouest et de l'UE qui attendent beaucoup évidemment de ces infrastructures.
dans cette transition qu'on constate actuellement et qui change aussi pas mal la donne, en dehors de l'effet Covid ponctuel, je ne sais pas combien d'années ça va durer, mais enfin bon, on a bien vu qu'il y avait vraiment des modifications en ce moment. Il y a aussi l'entrée du gaz naturel liquéfié, cette sorte de nouvel acteur, si je peux le considérer comme ça, c'est-à-dire qui change complètement la donne, parce que là on n'est plus sur du pérenne, et ça change beaucoup de choses. Alors pour un pays comme la Russie, c'est même une catastrophe. D'ailleurs, la Russie avait eu un vrai retard à l'allumage en fait sur le GNL. C'était assez intéressant quand la plupart des pays étaient déjà lancés sur le GNL, je pense aux États-Unis évidemment. La Russie n'en parlait pas, on sentait qu'elle ne voulait pas s'y mettre. La Russie, ce qu'elle adore, c'est un gazoduc, c'est des contrats sur 10 ans, des contrats de long terme. Comme ça, elle est tranquille. Elle détermine le volume, le prix, et on n'a plus à s'en préoccuper tous les matins. Le GNL, c'est embêtant du point de vue russe, parce que il faut s'en occuper tous les matins, en effet, et que les prix changent, que souvent les bateaux partent ne sachant pas où ils vont aller, et ça se négocie en cours de route pour savoir qui sera le client le mieux et le plus offrant, etc. Donc là, on est sur de l'immédiateté. La Russie, typiquement, a eu du mal à s'habituer à ça. Ça bouleverse complètement toute la donne, et la Turquie est aussi partie prenante de ce jeu, s'est dotée d'un certain nombre de terminaux de GNL et achète du GNL au Nigeria, à l'Algérie, éventuellement à la Norvège, aux États-Unis. Donc là, dans la relation gazière, notamment par exemple russo-turque, qui est celle qui m'intéresse là, ça change aussi les choses quand même, ça remet en perspective une approche plus de moyen long terme. Et puis dernière chose pour la Turquie, c'est que quand même il y a la question des nouveaux gisements. Donc Erdogan a annoncé, depuis 2020, en 2020 et 2021, donc on a découvert, la Turquie a découvert deux nouveaux gisements en mer Noire en particulier, qui ne sont pas des gisements monstrueusement énormes, mais qui sont quand même notables et qui pourraient changer la donne pour la relation russo-turque. C'est-à-dire que Erdogan espère ainsi, alors ça va prendre du temps parce qu'il faut de l'exploration, l'exploitation, il y a besoin d'ailleurs de pas mal d'investissements, mais aussi de technologies qui sont étrangères. Donc ça ne va pas se faire demain, mais la Turquie a ça en tête, de se dire, bon, potentiellement, on peut réduire la part des importations, et notamment des importations russes. Alors, pour finir, ce que je voudrais, c'est regarder maintenant de l'autre côté, c'est-à-dire quelle est la perception russe, en fait, de cette relation, puisque elle rentre vraiment, la Russie, elle est un acteur essentiel de cette problématique en Eurasie, autour des hydrocarbures et autour du gaz en particulier, puisqu'elle a vraiment, en tant que puissance de la région, et qui revendique une relation particulière avec un certain nombre de ces pays, et notamment les pays de ce qu'elle appelle son étranger proche. Là, je reprends la terminologie moscovite. Comment elle regarde les choses? Elle se dit, voilà, il y a quand même du gaz en Azerbaïdjan, il y a du gaz en Asie centrale. Elle ira peut-être pas jusqu'à dire c'est mon gaz, mais enfin pas loin. Et dans son comportement, on sent qu'elle a une volonté d'avoir plus qu'un droit de regard. Et à cet égard, la relation avec la Turquie peut être compliquée pour la Russie, puisque on est sur une vraie concurrence. Et donc là, j'essaie de rebondir sur ce que vous disiez sur l'eurasisme, c'est-à-dire que quels sont les jeux d'influence qui sont en train de se jouer sur un objet aussi ponctuel que le gaz, qui n'est qu'un exemple, mais je pense qu'on peut en effet regarder ça sous cet angle, et quand on évoquait tout à l'heure par exemple la place de la Chine, c'est intéressant parce que le gaz je pense à la Caspienne en particulier, où on voit que les choses sont un petit peu... prennent du temps, parce qu'il y a la question du statut de la Caspienne qui soi-disant est réglé, mais en réalité pas tant que ça. Il y a la question de ce transit, mais finalement, le gaz qui est de l'autre côté, c'est-à-dire le gaz de l'Asie centrale, je pense au Turkménistan, qui est une puissance gazière énorme, sur laquelle la Turquie pouvait avoir quelques espoirs. Or, le Turkménistan, en ce moment, la plus grosse partie de son gaz part vers la Chine, en réalité. Et parce que vous avez, en effet, cette concurrence entre Chine et Russie, en particulier en Asie centrale. Alors, est-ce que je connais moins la place de la Turquie sur ces pays d'Asie centrale, mais pour le Turkménistan, je pense que sur le plan gazier, les choses sont faites. Il y a une partie du gaz qui part un peu vers la Russie, en effet, qui monte, mais une grosse partie part vers la Chine. Ensuite, quand vous regardez l'Azerbaïdjan, oui, vous avez en effet aussi... et vous avez des gazoducs, vous avez un gazoduc qui va ensuite vers la Turquie, donc vous avez une part de ce gaz qui part vers l'ouest. Là, je m'interroge en termes plus géopolitiques, j'avais presque tenté de vous poser la question tout à l'heure,
Qu'est-ce qui a changé, par exemple, dans la problématique, dans la façon dont la Turquie se positionne sur le Caucase et sur l'Azerbaïdjan depuis un an, et depuis que la Turquie est venue grignoter un peu d'influence géopolitique avec les accords du 9 novembre 2020, après la guerre du Karabakh. Enfin, voilà, j'essaie de sortir quand même de mon gaz de temps en temps et de regarder aussi. Je sais pas, mais tout ça est articulé parce qu'il y a aussi une dimension gazière dans tous ces éléments qui peut être vraiment directement politique. J'ai encore 5 minutes. Alors, je voulais parler, enfin, les deux gazoducs qui me paraissent vraiment importants entre Russie et Turquie. Le premier, c'est le Blue Stream, donc, qui est un gazoduc qui avait été installé au tout début des années 2000, qui alimente, donc, là, qui est pour consommation turque, et qui passe aussi par la mer Noire, avec donc cette capacité de 16 milliards de mètres cubes par an. Et puis Turkstream, je voudrais revenir sur Turkstream parce qu'en fait, quand même, je trouve que là, il s'est passé quelque chose de très intéressant sur Turkstream qui n'était pas le projet initial pour la Russie. Le projet initial pour la Russie, c'était un projet qui devait faire concurrence à un projet soutenu par les États-Unis et l'Europe qui était Nabucco, qui devait acheminer du gaz qui viendrait d'Iran, d'Asie centrale, et qui traverserait comme ça la Turquie et irait ensuite vers les Balkans, l'Europe de l'Ouest, et qui avait comme vocation tout à fait officielle de concurrencer la dépendance au gaz russe, de l'Europe vis-à-vis du gaz russe, donc soutenu financièrement, etc. Là-dessus, la Russie, évidemment assez mécontente, a développé un projet concurrent, notamment, qui était South Stream. South Stream, l'objectif était donc de partir du nord de la mer Noire, donc partie russe, et d'acheminer son gaz via la mer Noire en aboutissant en Bulgarie, justement, pas en Turquie, en Bulgarie, et ensuite de remonter à travers les Balkans et d'arriver jusqu'en Autriche. Ça a été un cas très intéressant parce que ce qui s'est passé, c'est que l'Union européenne s'est opposée à South Stream. Et c'est vraiment l'UE qui a fait tomber South Stream, ce qui est un cas très rare, et qui est d'autant plus rare et d'autant plus marquant qu'au même moment, on construisait Nord Stream, qui lui passe par la Baltique, qui permet de relier directement la Russie et l'Allemagne, et qui n'a pas été empêché par l'UE. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails par manque de temps, et puis ce n'est pas l'objet de la journée, mais il s'est quand même passé quelque chose qui, à mon sens, est relativement scandaleux de la part de l'UE, c'est-à-dire que l'UE n'a pas appliqué la réglementation dont elle s'est dotée, ne l'a pas appliquée à Nord Stream, mais l'a appliquée à South Stream. Pour le dire en résumé très rapide, alors pourquoi ? La question c'est pourquoi alors on a tendance à se dire l'Allemagne est plus puissante que la Bulgarie, c'est-à-dire que l'Allemagne a réussi à manipuler, à convaincre et à faire en sorte qu'on fasse des petites dérogations et que Nord Stream 1, je parle de celui qui fonctionne jusqu'à aujourd'hui, 55 milliards de mètres cubes, je reviens à mes chiffres, c'est 55 là, quand je vous parle voilà, je vous citais Blue Stream, c'est 16, c'est 55, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus massif et on est en train de le doubler puisque ce dont on discute aujourd'hui c'est Nord Stream 2, donc on arriverait, s'il avait sa certification Nord Stream 2, on aurait 110 milliards de mètres cubes de gaz russe qui passerait par le nord pour arriver en Allemagne et ensuite déverser sur le reste de l'Europe. L'UE a empêché South Stream en mettant des bâtons dans les roues, notamment de la Bulgarie, parce que la Bulgarie s'est trouvée un petit peu coincée sur ce truc-là, en disant, d'ailleurs à un moment donné, les autorités bulgares s'étaient retournées vers Bruxelles en disant, écoutez, Bruxelles, négociez entre Russie et vous, parce que moi, je n'ai pas les moyens juridiques, etc., c'est trop compliqué. Bon, et moyennant quoi, il y avait eu ce coup de théâtre qui était extrêmement bien orchestré par Poutine, tel qu'il sait très bien le faire, lors d'une visite, comme par hasard, en Turquie. C'était très intéressant. Il est à Ankara, il fait sa conférence de presse, on est en décembre 2014. Les navires de pause du tube du South Stream sont prêts, ils sont dans la mer Noire, ils sont positionnés, ils doivent commencer quelques jours après la pause. Et là, Poutine, au détour de la conférence de presse, où il parle de plein d'autres choses, il vient de voir Erdogan, ils ont discuté de plein de choses, il dit « Ah oui, au fait, mais quasiment comme ça, au fait, South Stream, oui, non, j'arrête, en fait, j'arrête tout. Vous voulez pas du gaz en Europe, c'est pas grave, je vais aller le vendre ailleurs, sans doute à la Chine, pas de problème. » Même Alexei Miller, le PDG de Gazprom, de toute évidence, n'était pas au courant, donc il a réagi très... Bon, voilà.
Et tout le monde se complètement perplexe. Ça a un coût, ce genre de coup de théâtre. Ça a un coût aussi pour ces navires de pause, parce que du coup, assurance, etc., on leur dit vous pouvez rentrer chez vous, finalement, il n'y a plus rien à faire. Et quelques jours après, il annonce quoi? Il annonce Turkstream, qu'à ce moment-là, on appelait Turkish Stream, qui est la même chose, en fait, qui est South Stream, mais qui n'aboutirait plus en Bulgarie, c'est-à-dire qui n'aboutirait plus dans l'UE, mais qui aboutirait en Turquie. Et Poutine se paye le luxe, avec son côté un peu provocateur, de dire, bon, d'ailleurs, ensuite, ce gaz, on l'acheminera jusqu'à la frontière de l'UE, sans doute turco-grec ou peut-être turco-bulgare, et puis les Européens, si vraiment le gaz vous intéresse, vous viendrez le chercher, mais vous viendrez le chercher à vos frais. Alors que le projet South Stream envisageait de créer ensuite les structures de gazoducs sur un certain nombre de pays des Balkans, dont certains de l'UE, aux frais, j'allais dire, de la Russie. Alors évidemment, tout ça n'est pas gratuit, il y a toujours un intérêt, mais enfin, en tout cas, le Gazprom se chargeait de ces installations. Je voulais insister un peu sur ce moment parce que je le trouve très, très intéressant. Alors ensuite, ça a été chaotique et compliqué, et notamment ce qui a été compliqué, et c'est là que je voulais en venir, et après je vais m'arrêter, c'est ce rapport du coup qui va se créer entre Russie et Turquie sur cette question-là. C'est-à-dire, en dehors du coup de théâtre et du côté un peu je roule les mécaniques que peut avoir Poutine et où on est habitué, en réalité ça n'arrangeait pas du tout la Russie. La Russie préférait avoir comme partenaire, point d'arrivée de son gazoduc, un pays relativement faible, si je peux me permettre, qui était la Bulgarie, plutôt que d'avoir la Turquie, qui est un pays avec lequel elle a une relation beaucoup plus compliquée et où la balance ne penche pas forcément dans son sens. Et on l'a vu tout de suite, c'est-à-dire que le projet South Stream, c'était un projet à 63 milliards de mètres cubes de gaz par an. Et là, le projet qui a été réalisé, et c'est même symboliquement, c'est presque joli, c'est-à-dire que c'est exactement la moitié, c'est 31,5 milliards de mètres cubes par an. Les Turcs ont réussi à imposer ça, donc c'est un vrai plaisir en fait à regarder, parce qu'on se dit, bon, évidemment la Russie voulait vendre beaucoup plus de gaz, espérait en vendre plus, et sur ces 31,5 milliards de mètres cubes, en réalité, vous en avez la moitié, donc 17,25 qui sont pour le marché turc, et l'autre moitié qui doit repartir donc, via la Grèce et la Bulgarie vers l'Europe de l'Ouest. C'est pas un échec pour Poutine, mais c'est quand même peut-être un semi-échec ou une demi-réussite. Enfin voilà, clairement, ça aurait été beaucoup plus simple pour la Russie qu'on laisse faire South Stream et qu'elle ait le volume qu'elle désirait. Donc on voit dans ce rapport de force, et je vais m'arrêter je pense là-dessus, c'est aussi un peu symbolique cet exemple du gaz, de la relation turco-russe ou russo-turque, enfin en tout cas vue de la Russie, et parmi les objectifs que peut avoir la Russie, notamment ses objectifs de diversification, que c'est plus compliqué. Voilà. Certes, il y a en ce moment une relation qui est plutôt bonne, bilatérale, entre la Russie et la Turquie, mais on sent que c'est très fragile. Et toute dernière chose, je voulais introduire la question ukrainienne dedans, parce que tout ça, pourquoi Poutine le fait? Pour contourner l'Ukraine en tant que pays de transit. Et elle est en train d'y réussir, donc elle a fait un certain... Donc toujours l'objectif de diversification des voies, là pour le coup. Donc il y a le gazoduc Yamal qui passe par la Biélorussie et la Pologne, il y a les gazoducs Nord Stream qui passent par la Baltique, et puis il y a Turkstream. Donc quand vous additionnez en fait, la capacité de tous ces tubes, vous êtes au-delà de la capacité totale de l'Ukraine en tant que pays de transit. Donc ça veut dire que si ces si toutes ces installations fonctionnent, en fait, la Russie peut complètement abandonner l'Ukraine en tant que pays de transit. Je ne parle pas de la fourniture de gaz pour la consommation ukrainienne. Et ça, c'est l'objectif de Poutine, et il est tout à fait assumé et public. Ce que je trouve intéressant, du coup, si je me reporte sur la question de Turkstream et de la relation russo-turque, c'est que dans le même temps, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une relation turco-ukrainienne en ce moment qui est excellente, qui monte. Alors, en particulier sur les questions de défense, enfin moi c'est ce qui me préoccupe beaucoup en ce moment, c'est de voir à quel moment on a un partenariat, et la forme de ce partenariat qui n'est pas un partenariat de vente, c'est-à-dire que
c'est très très intéressant ce qui se passe. La Turquie en ce moment met en place des partenariats en matière militaire et de défense avec l'Ukraine qui sont des sociétés mixtes, de la coproduction et un intérêt mutuel. Ils ont quand même vendu 80 drones. Complètement. Alors, il y a un projet de fabrication. Il y a un projet de fabrication commune et l'Ukraine, le 26 octobre, a utilisé le premier drone. Alors c'était très intéressant parce que c'est non conforme avec les accords de Minsk, a priori. En fait, les accords de Minsk disent qu'il est interdit d'utiliser des drones étrangers. Donc les Ukrainiens vous répondent en ce moment, dans ce drone Bayraktar, on l'a acheté, donc il est ukrainien. Il est à nous, on l'a acheté. Donc tout va bien, il n'est pas turc. Voilà. Et maintenant, en effet, ils vont faire des coproductions, et vous avez beaucoup de coproductions, et notamment il y a un savoir-faire en matière de moteurs, moteur Sich, etc., en Ukraine, qui intéresse beaucoup la Turquie. Et je trouve que c'est intéressant, parce que là aussi, on est dans cette espèce d'ambiguïté, c'est aussi bien la relation russo-turque, elle est ambiguë, notamment gazière, pardon, je reviens à ce que je suis censée maîtriser à peu près, mais la relation turco-ukrainienne, elle est ambiguë aussi derrière, elle embête pas mal la Russie, forcément, et en même temps on a aussi ce positionnement de la Turquie plus général par rapport à l'OTAN, c'est-à-dire que notamment sur la question de la mer Noire et de la sécurisation de la mer Noire, on sait que la Turquie ne veut pas trop d'OTAN, que l'Ukraine, elle, a un énorme espoir en disant je coopère aussi avec la Turquie parce que la Turquie est dans l'OTAN. Donc on joue sur toutes ces ambiguïtés, sur quelque chose qui au final me paraît extrêmement instable et très fragile, mais assez passionnant à suivre. Après je ne préjuge pas de la suite. Merci beaucoup. Et si je peux me permettre, la Russie répond aux avances faites par la Turquie à l'Ukraine par différentes voies, notamment celle de la restriction touristique. Oui, elle l'a fait en mai dernier. Elle a empêché les avions de décoller pour Istanbul à la saison à laquelle les Russes choisissent comme destination Istanbul et la Turquie. Madame Schmitt. Madame Chény, merci. Alors merci beaucoup pour cet exposé qui m'intrigue parce que j'ai beaucoup travaillé sur les questions d'énergie en Méditerranée orientale du point de vue géopolitique en fait. Et alors d'abord, je trouve que les questions énergétiques sont très difficiles à intégrer dans une réflexion géopolitique stable parce qu'elles sont vraiment au confluent de logique politique et de logique de marché évidemment, et d'autant plus pour le gaz, comme vous l'avez dit, la question du gaz liquéfié introduit encore une volatilité supplémentaire. Voilà un thème éminemment géopolitique. Oui, mais d'une géopolitique impossible à faire. C'est-à-dire que moi, depuis que je travaille sur la Turquie, j'ai droit à des cartes avec des pipes qui n'existent pas, qu'on va construire, qu'on va pas faire, etc. Et je me souviens de la grande saga de Nabucco, qui est probablement, qui a accompagné vraiment encore une fois, la structuration de la politique étrangère turque comme politique de puissance. La grande faiblesse de la Turquie, en réalité, c'est qu'elle n'a pas d'énergie. C'est sa faiblesse majeure en politique étrangère. C'est qu'elle a un problème de ressources énergétiques, ce qui pèse sur son déficit courant en permanence. Donc la quête à la fois de nouvelles ressources, donc d'approvisionnement énergétique, a amené la diversification vers le Moyen-Orient. On avait fait une carte il y a une dizaine d'années, on s'apercevait que tous les accords de libre-échange et de libre-circulation étaient faits avec des pays qui étaient des pays fournisseurs d'énergie. La Libye est un exemple. Il y a vraiment un pari sur l'avenir systématique. C'est-à-dire que vraiment, on a là un point critique pour les Turcs. Et la découverte de ces petites ressources, petites ou moyennes ressources en mer Noire, a évidemment été mise en scène de manière énorme, grandiose. Oui, c'est très important, ça y est, c'est enfin la souveraineté énergétique. Et en Méditerranée orientale, on a sans arrêt une question qui revient, que je pose systématiquement à tous nos interlocuteurs, à laquelle la réponse est toujours... Il y a deux réponses vraiment très fermes. C'est est-ce que Erdogan est agressif, entre guillemets, en Méditerranée orientale, notamment à Chypre, à cause de ces questions énergétiques, ou non? Alors moi, mon hypothèse, c'est que oui, la Turquie en a besoin, et on a fait récemment, lors d'un colloque, une remarque qui était que la Turquie est devenue moins agressive en Méditerranée orientale après les découvertes en mer Noire. Moins immédiatement agressive, disons. Mais si vous parlez avec des Grecs ou avec des Chypriotes, ils vont vous dire non, c'est un prétexte. C'est pas du tout ça la question, c'est vraiment du pur nationalisme, du pur révisionnisme, etc. Et ça, c'est une interrogation qui est tout le temps là, mais qui finalement reflète un peu aussi toutes les ambivalences de la politique étrangère turque, qui est toujours deux fers au feu, deux explications, deux possibilités. On va doubler le Bosphore par un nouveau canal, et à chaque fois, on peut se permettre de
de répondre de chaque façon et de chaque côté finalement. Oui, je suis complètement d'accord avec vous et je pense que je trouve que c'est assez intéressant parce qu'en fait je crois que l'un alimente l'autre en permanence, mais on ne sait pas très bien comment ça s'articule. Ce que je trouve aussi intéressant en ce moment, c'est si je regarde de l'autre côté, si je regarde notamment ce qui se passe, le regard russe en tout cas qui est porté sur toutes ces évolutions, et la plupart, je pense notamment aux travaux de chercheurs russes, je pense à Pavel Bayev notamment ou Oksana Antonenko qui travaillent sur ces questions et qui présentent en fait les choses en disant la Russie a perdu en fait, sur la relation énergétique et gazière avec l'Ukraine. Et je trouve c'est très intéressant en fait parce que les Russes d'abord n'ont pas forcément cette approche de dire on a perdu, mais de les voir en fait comme s'ils étaient battus dans quelque chose qui était cette rivalité, etc. C'est-à-dire que c'est pas, on n'a pas trouvé un accord où bon c'est bien, on a trouvé un modus vivendi où chacun y gagne un peu, c'est non on a perdu. Et je trouve ça à la fois, alors c'est une interrogation plutôt que j'ai à ce stade parce que je pense qu'il faut attendre un petit peu, Turkstream a été mis en œuvre il n'y a pas très très longtemps, et puis à un moment où il y a eu toutes ces irrégularités sur le marché gazier liées notamment au Covid, mais voilà, je trouve aussi intéressant de voir comment la Russie regarde la Turquie et sur ce champ-là en tout cas, une espèce de défaitisme. Par rapport à en fait, ce qu'ils expriment, c'est le fait que la Turquie aurait très bien joué stratégiquement sur la question gazière. Hein. Je ne parle pas de l'ensemble de la relation russo-turque. Et sur la question gazière, la Turquie aurait très bien joué et la Russie se serait un petit peu fait avoir. Un autre élément de ce débat, c'est la position de la Turquie maintenant en Libye. C'est-à-dire que toute la question que tu poses sur la faiblesse en hydrocarbures de la Turquie est très très bien implantée aujourd'hui en Libye. Elle n'a pas du tout l'intention de quitter la Libye et il y a cette histoire de la détermination des eaux, des nouvelles frontières des eaux territoriales. Elle a énormément d'avantages en Libye et ça sera une ressource énergétique fondamentale. Oui. Et là, elle a aussi comme challenger la Russie, encore une fois. Et qu'il a aussi dit ouvertement la Russie dit ouvertement qu'elle est très gênée par la Turquie. Voilà, elle l'assume. Il y aura les élections libyennes à la fin de l'année et on va voir ce qu'on va voir. Oui. Des questions, des commentaires? Oui, Jigo. Oui, merci Céline pour votre intéressante présentation. Est-ce que vous ne pensez pas par hasard que cette attitude aujourd'hui où la Turquie, comme on l'a dit, veut aller plus loin dans la coopération militaire avec l'Ukraine, en fait c'est presque ce qu'elle demandait à la Russie qu'elle n'obtient pas. Elle demandait à la Russie une coopération militaire, parce que quand il y a eu l'achat des S-400, les Turcs disaient on veut plus que l'achat, on veut être associé à la fabrication. Et il est toujours question de ça. Et les Russes, voilà, mais il n'est évidemment pas question de livrer le moindre... Donc on dirait qu'un peu comme par dépit, la Turquie qui a toujours été constante dans sa politique étrangère au sujet de l'Ukraine, c'est-à-dire que dès le début, ils ont dit que la Crimée, c'était pas admissible, l'annexion de la Crimée n'était absolument pas acceptable. Est-ce que vous n'avez pas cette impression qu'il y a une sorte de Alors oui, je crois. Je ne sais pas si j'utiliserais le terme de dépit. Peut-être provocation. Oui. Il y a un petit peu de provocation à l'égard de Moscou, de dire là. Et puis c'est un petit peu aussi ma zone, c'est-à-dire la Crimée, la mer Noire. C'est aussi une façon, je crois, de dire à la Russie, la mer Noire n'est pas à vous. Or, il y a quand même, je pense, un vrai... Il y a des choses qui sont en train de se jouer quand même en ce moment sur cet espace mer Noire avec une quasi-privatisation de la mer d'Azov, du détroit de Kertch, et même qui va plus loin, puisqu'on voit bien la volonté de la Russie. Donc je pense qu'il y a une façon de la Turquie de dire bah non, enfin, voilà, l'Ukraine ça me concerne aussi. Et puis l'autre chose, enfin, dans ce que je constate sur la question de la coopération militaire, j'ai l'impression qu'on a, alors peut-être je me trompe, c'est une réflexion, pas une affirmation, c'est est-ce que finalement il n'y a pas aussi une façon de se prémunir contre la Russie
en ayant une véritable coopération avec l'Ukraine. Et de tenir un peu la Russie à distance. Alors j'en veux pour preuve l'un des exemples, puisque je m'étais dit, mais c'est quand même, je trouve que c'est très intéressant, j'avais pas vu le truc arriver, c'est le partenariat qu'il y a avec la Russie sur le nucléaire. Donc la Russie construit cette centrale au sud, à Kouyou, c'est ça. Donc c'est en cours, il y a un accord, ça marche. Sauf que ce qu'on constate, c'est que par ailleurs, la Turquie est en train d'envoyer certains de ses ingénieurs en Ukraine pour se former sur le nucléaire. Et ça, je me suis dit, ah ouais, mais c'est génial. Enfin, je trouve que c'est extrêmement bien vu. Et c'est au cas où, si ça se passe mal ensuite sur l'exploitation de cette centrale, etc., on saura faire. Et pour apprendre à... voilà, le transfert ne va pas se faire par la Russie, c'est pas la Russie qui va nous former, donc les Ukrainiens, ils savent faire, ils ont une sacrée expérience en matière nucléaire, etc. Donc c'est auprès de ces ingénieurs. Et voilà, c'est un tout petit exemple, mais je trouve aussi que ça dit peut-être pas mal de trucs. Une dernière question, commentaire. Moi j'ai une question, ils n'ont pas annoncé un 3e projet de centrale en Turquie? Il y a celle de Sinop. Sinop, c'est un 3e projet. Non, il y a un 3e projet qui a été annoncé récemment. C'est ça. Après que quand Erdogan a vu Poutine à Sochi. Et avec la Russie, donc. Avec la Russie. Mais je pense que c'est du flanc. Enfin, c'est une annonce en l'air qui ne vaut rien. Ça avance pas très vite sur les autres non plus. Enfin, non, Sinop, par exemple, ça n'avance pas du tout. C'est resté dans les choux. Sinop, c'est avec le Japon. Ça a été annulé, hein. Oui, ça a été annulé. Oui. Même après, il était question que à Sinop, après le Japon, les Européens devaient prendre le relais, mais ça n'a pas marché non plus. Ils sont partis. Ça. Mais il était question... après avoir détruit la péninsule. Après Sochi, voilà, il a été question, il y a eu un effet d'annonce où le président Erdogan a dit voilà, il va y avoir d'autres centrales avec la Russie, ça marche, etc. On va faire... Mais ce qui est intéressant dans cette centrale d'Akuyu, c'est que finalement, elle est entièrement gérée par les Russes et l'électricité est vendue par les Russes. C'est-à-dire que la Turquie, là-dedans, n'est que... vraiment, elle regarde le truc passer. Elle ne fait rien. Mais ce qui est assez typique c'est assez typique des accords. Ils la vendent à la Turquie, mais c'est pas la Turquie du tout qui a la main, ni sur la matière vendue, ni sur ce qui est construit, et c'est pour ça que les ingénieurs, c'est pas des ingénieurs turcs, c'est les Russes amènent leurs ingénieurs. C'est pour ça que ils ce vont que vous racontiez, les former ailleurs. Voilà. Et c'est typique, je crois, des accords en fait que la Russie a, et notamment sur le gaz, c'est la même chose. Quand je parlais de South Stream, pourquoi l'UE a bloqué South Stream, c'est parce qu'en fait, les accords sur les pays qui étaient traversés, et notamment ceux de l'UE, alors je ne pense pas à la Serbie, mais je pense aux autres, Bulgarie, Roumanie, qui étaient membres de l'UE, en fait, ça n'était pas conforme à la législation européenne, oui, c'est vrai, mais en fait, ce que proposait la Russie, c'était de construire les gazoducs, de construire les stations de compression, de tout construire, de tout prendre à sa charge, et en échange, du coup, pas de recettes de transit pendant un certain nombre d'années. Enfin, en général, elle propose des choses, alors qui sont pas, j'allais dire, qui sont peut-être moins scandaleuses que ce que peut faire la Chine dans certains cas, où la Chine, on est encore un pas au-delà. Parce que ces pays, à terme, finissent par s'y retrouver. Alors peut-être pour Akuyu, là je ne sais pas, peut-être pour Akuyu, à terme, au bout de quelques années, peut-être l'électricité appartiendrait aux Turcs, je ne sais pas. Je ne sais pas dans le détail. Mais en fait, c'est pour se rembourser de l'investissement initial, puisque c'est eux qui mettent... Oui, c'est ça. Parce que ce qui était embêtant pour la Russie, c'était surtout que la Russie ne se soumet pas aux règles de la concurrence exigée par l'UE, et que Gazprom est un monopole, et Gazprom donc construit le tuyau, vend le gaz, enfin, elle fait tout au long de la chaîne. Mais ce qui est le même cas sur Nord Stream. Et on a fermé les yeux. Oui, c'est ça. C'est ce que je disais.